En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. En cette veille de rentrée des classes, nous avons le plaisir de recevoir Lisa Kaman Irsig et Fathia Agag Boujalat pour parler de l'école. Fathia Agag Boujalat est essayiste. Elle a été enseignante durant 18 ans et est désormais principale adjointe dans un collège réseau éducation prioritaire. Lisa Kaman Irsig est professeure des écoles dans un établissement privé. Elle vient de publier La Grande Garderie, comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants, chez Albin Michel. Alors, l'école est-elle devenue une grande garderie? À qui la faute? Est-ce celle des enseignants, de l'administration ou celle des parents? Quelle est aujourd'hui l'influence des pédagogistes? Faut-il croire à la volonté d'Emmanuel Macron de faire de l'école une priorité nationale? Comment renouer avec l'instruction et les savoirs fondamentaux pour fabriquer des élèves capables de penser? Tout de suite les réponses de Lisa Kaman Irsig et Fathia Agag Boujalat en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Lisa Kaman Irsig, Fathia Agag Boujalat, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. On a une heure pour parler de l'école, en parler en profondeur et pas seulement ce qui fait l'actualité. Mais tout de même, je voulais commencer par une question d'actualité. La rentrée est occupée par la question de l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Je me tourne vers vous, Fathia Agag Boujalat. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez, vous qui êtes désormais principal? Est-ce que vous attendiez un cadre juridique pour pouvoir faire votre métier plus sereinement? Tout à fait. Toutes ces lois ont toujours été annoncées, la loi de 2004 par exemple, ont toujours été annoncées comme incendiaires. Voilà. Elles ont toujours été des lois d'apaisement. Parce que ce que le ministre Papendiaï voulait qu'on fasse, c'est que chaque chef d'établissement interroge, mène une enquête à la Colombo, détermine si l'intention de la jeune fille est religieuse, si le vêtement, l'abaya, était porté 2 ou 3 jours d'affilée. Voilà. Donc il laissait en fait le chef d'établissement se débrouiller. Quand vous êtes dans un territoire rural, pas de souci. Quand vous êtes dans un territoire ultra ghettoisé, avec 90% de musulmans, c'est ce qui s'est passé dans un lycée de Marseille où même les AED laissaient passer les jeunes filles en abaya parce qu'ils les soutenaient. Donc ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux directeurs d'école, ce n'est pas aux principaux, ce n'est pas aux proviseurs d'assumer ces positions. Ça protège les proviseurs qui peuvent dire aux parents et aux élèves, je n'ai pas le choix, ça vient du ministre. Ça protège aussi ces jeunes filles parce qu'elles diront, mais c'est interdit par la loi et je dois aller au lycée. Donc c'est une position que je n'espérais plus et j'en suis extrêmement reconnaissante envers le ministre. Merci Fathia Agag Boujalat. Vous êtes dans un lycée, dans un collège, réseau et éducation prioritaire. On peut savoir où exactement et peut-être expliquer aux auditeurs de Sud Radio ce qu'est un réseau éducation prioritaire. Vous parliez tout à l'heure de 90% d'élèves musulmans dans certains quartiers. Est-ce que c'est le cas chez vous? Alors non. Moi, je suis dans la Bourgogne rurale et mon collège est REP, c'est-à-dire classé en réseau d'éducation prioritaire, c'est-à-dire qu'on reconnaît un cumul de fragilités qui font que ces établissements vont être dotés de moyens supplémentaires. En heures, postes, les enseignants vont avoir une prime. J'aimerais que les gens se rendent compte que les collèges REP+, ce n'est pas simplement dans les banlieues, et que par exemple dans les zones rurales comme celle dans laquelle je viens d'être nommée, il y a une misère incroyable, et c'est à ce titre que mon collège est classé REP, une misère sociale, une misère culturelle, l'absence d'un tissu associatif. Voilà. On a 10% d'élèves dans mon collège qui sont en famille d'accueil, 8,4 considérés comme porteurs d'handicap. Mais ils ne brûlent pas de voiture. Et eux n'ont pas accès à tous les services publics auxquels ont accès ceux qui se plaignent sans cesse dans les quartiers. Et on oublie toute cette partie-là de la France. Ajoute à cela un désert médical, pas de rendez-vous chez l'orthophoniste avant 2 ans, les 2 médecins qui ne prennent plus de nouveaux patients, des élèves qui arrivent en ayant des rages de dents, mais les dentistes ne prennent pas de nouveaux patients. Il faut 1 journée d'absence parce que les rendez-vous sont à Dijon ou à Auxerre. Voilà, là il y a une vraie misère. Là l'école joue vraiment un rôle à jouer. Mais voilà, ça ne brûle pas de bagnole, ça n'a pas d'association
communautaire, identitaire, qui fait du bruit, qui hurle au racisme d'État. Donc voilà, c'est une misère à la Zola qu'on laisse prospérer. Donc vous êtes plutôt dans un établissement rural, a priori moins concerné par le problème de la balaya. Si toutefois vous aviez une jeune femme une jeune fille plutôt, qui demain se présentait devant l'établissement avec ce type de vêtements islamiques, comment vous réagiriez concrètement? Le cas s'est produit plusieurs fois dans le lycée d'à côté, qui est un lycée du centre de cette toute petite ville où je suis. On a eu un mail vendredi, je crois, avec un protocole extrêmement précis. Voilà. On reçoit la jeune fille dans une salle particulière, on entame un dialogue avec elle. On appelle les parents, on entame un dialogue avec elle, mais, et là cette fermeté est inattendue mais salutaire, elle n'ira pas en cours dotée de cette tenue qui est, à mon sens, clairement communautaire, identitaire, comme et puis quelle identité? Parce qu'on vous parle de tenue traditionnelle, ces gamines sont nées en France, voilà, elles peuvent venir avec une tenue bretonne si elles veulent. Là, on pourra me dire que c'est une tenue culturelle, mais qu'on ne me dise pas que c'est une tenue culturelle quand c'est des tenues qui viennent d'Arabie Saoudite. Alors que c'est des enfants d'immigrés du Maghreb. Pareil, le camis, c'est pas des Pakistanais. Donc il était temps qu'on interdise ce genre de tenue-là. L'école, c'est pas le McDo, c'est pas venez comme vous êtes, venez avec vos identités reçues, lourdes, religieuses, communautaires. Vous venez pour travailler et vous êtes un élève comme un autre. Merci. On va donner la parole à Lisa Kameniarsi qui l'a pas encore eu. On va parler notamment de votre livre, La Grande Garderie, parce que on va pas parler seulement de l'abaya ce matin, parce que hélas l'école a de multiples problèmes. Mais vous, quel regard portez-vous sur ce thème qui s'impose sur cette rentrée? Est-ce que la loi vous paraissait nécessaire, ou la circulaire plutôt, ou vous qui êtes plus pour l'autonomie des établissements, vous pensez que ça devrait être de la responsabilité du chef d'établissement? Oui, moi je suis pour l'autonomie des établissements, mais visiblement c'est quelque chose qui est attendu par les directeurs d'établissement. Donc je suis un peu partagée sur le sujet. Visiblement, c'est aussi, pour moi, c'est un sujet qui dépasse l'école, puisque c'est pas le signe, c'est pas un signe religieux comme un autre. C'est pas porter une petite croix, parce que ça c'est pas interdit à l'école. On peut porter une petite croix, une petite étoile de David, il y a pas de problème. C'est le signe d'une sensibilité très forte d'une jeunesse française islamisée à des signes religieux très forts, qui souhaitent montrer leur appartenance. C'est pas juste un signe de foi. Ça devient politique. Donc, je suis partagée sur le sujet, même si effectivement, moi, je suis plutôt pour l'autonomie des établissements, et je trouve assez paradoxal que les directeurs d'établissements demandent une plus grande autonomie pour tout le reste, et là, s'en remettent à l'État. Donc voilà, la question, j'ai pas vraiment de réponse, définie. Oui, je suis en réflexion sur ce sujet-là. Je dirais aussi que il faudrait se pencher sur la manière dont on enseigne l'islam à l'école. Parce que si on a une jeunesse comme ça qui est en proie à cette... on n'enseigne pas l'islam à l'école. Alors, on enseigne l'histoire des religions à l'école. Oui, mais de quelle façon? Tout à fait différent. De quelle façon? Moi, je me suis penchée sur les programmes de 5e, qui est la classe, je crois, où on enseigne justement le fait religieux à l'école, oui. Et c'est assez, assez tendancieux, puisque par exemple, quand on parle des croisades, on parle de la violence des chrétiens, jamais de la violence des musulmans. On parle jamais, le statut de dhimmi, par exemple, n'est jamais évoqué, alors que c'est quand même la loi qu'ont appliqué les musulmans conquérants dans les pays qu'ils ont conquis. On parle pas de l'esclavage musulman. Enfin, les programmes scolaires sont passe sous silence beaucoup de faits qui sont, à mon avis, qui feraient réfléchir la jeunesse française musulmane. L'enseignement de l'histoire est un vrai sujet dont on parlera peut-être après la pause. On se retrouve sur Sud Radio, toujours pour parler de l'école, avec Lisa Kameniarsi, pour nous parler de son livre La Grande Garderie, qui paraît aux éditions Albin Michel, et avec Fatia Agag Boujalat, qui est principale dans un collège réseau éducation prioritaire adjointe, et donc à tout à l'heure pour parler de l'école et aller au-delà aussi de ce thème de l'abaya, même s'il est important.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Lisa Kamen-Hirsig, professeure des écoles dans un établissement privé. Elle vient de publier La Grande Garderie, comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants chez Albin Michel. Et avec Fathia Agag Boujalat, qui est aussi essayiste, qui a été enseignante durant 18 ans et est désormais principale adjointe dans un collège réseau éducation prioritaire. On parlait avant la pause de la question de l'abaya. Lisa Kamen-Hirsig soulevait la question de l'enseignement de l'histoire et notamment de l'histoire des religions à l'école, en étant assez critique, notamment sur l'enseignement de l'histoire de l'islam. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Fathia ? Alors d'abord, je voudrais redire que l'histoire en France s'enseigne de manière chronologique, contrairement à ce qu'a dit le président Macron, qui semblait l'ignorer. Deuxième chose, ce ne sont pas les religions que nous enseignons. On laisse ça aux prêtres, aux imams et aux curés. On enseigne l'histoire du fait religieux depuis une vingtaine d'années. Voilà. Les programmes ne sont pas déterminés par le ministre, mais par un conseil national des programmes censément indépendant, mais qui est effectivement, en fonction de la personnalité de celui qui le préside, guidé par des idéologies. Ainsi, celui qui était président sous Najat Belkacem, Musso, je crois qu'il s'appelait, avait exclu l'enseignement, par exemple, des royaumes africains du Haut Moyen-Âge. C'était la seule fois au collège où on parlait de l'Afrique autrement que sous l'angle de « ils sont pauvres, c'est la misère, il y a des migrations ». Voilà, il y avait une richesse, des royaumes, voilà. Il a viré ça, Michel Musso. Et effectivement, il y a des choses qui sont à revoir, mais ça dépend aussi des éditeurs de manuels. Voilà. Les enseignants ont la liberté totale pédagogique. Eux peuvent effectivement explorer tous les autres schémas. On évoque plus la traite atlantique qui a duré moins longtemps, qui a concerné 11 millions d'Africains, que la traite musulmane qui s'est étendue sur le temps et qui en a concerné 16 millions. Voilà, il y a la liberté des enseignants. Contrairement à ce que disait votre invité, Lisa Kamen-Hirsig, ouais. Voilà. Elle a un nom plus compliqué que moi, ça me fait énormément plaisir. On ne recherche pas plus d'autonomie au sens où elle l'entend. Voilà. On ne cherche pas plus d'autonomie. On ne cherche pas plus d'argent. On cherche du temps d'enseignement efficace. On recherche de l'ambition. Voilà. On recherche de l'exigence. Et le problème, c'est que l'école est désormais le seul service public qui est présent partout. Et on nous confie toutes les missions. On doit on doit monitorer les familles. Moi, par exemple, dans mon collège, j'ai pas mal d'enfants martyrs qui ont été retirés à la garde de leurs parents. Un gamin qui regardait du porno avec ses parents depuis l'âge de 4 ans. Voilà. Et on nous demande de réparer ce que la société a de complètement corrompu ou de dégradé. Donc, bien sûr, on déborde de nos missions d'instruction et on nous rend responsables d'absolument tout. Je crois que vous ne serez pas forcément en désaccord. Lisa Kamen-Hirsig, qu'est-ce que vous entendez, vous, par autonomie ? Est-ce que vous partagez aussi le constat de Fathia Agag Boujalat ? Moi, je considère que un établissement scolaire un chef d'établissement scolaire doit pouvoir choisir ses équipes, doit pouvoir éventuellement licencier quelqu'un qui ne fait pas son travail, qui n'est pas présent, doit pouvoir gérer son budget. J'ai entendu il y a quelques mois que dans un lycée parisien, on attendait que Mme Pécresse débloque des budgets pour réparer une chaudière. Donc les gamins venaient en classe avec des mitaines et des doudounes et suivaient les cours avec du chocolat chaud pour pas mourir de froid. C'est quand même étrange qu'un chef d'établissement puisse pas débloquer. Je ne sais pas combien coûte la réparation d'une chaudière, mais enfin, même si c'est plusieurs milliers d'euros, puisse débloquer un budget pour pouvoir réparer la chaudière de son établissement. Il le peut. Les établissements publics sont des établissements publics locaux d'enseignement, ce qui fait qu'en fait, le chef d'établissement et président d'un conseil d'administration, il a un budget, il n'a pas le droit de voter un budget en déficit. On a une réserve d'argent qui doit permettre de fonctionner pendant 2 ans. Quand il y a des catastrophes dans mon collège, ça a été une fuite d'eau pendant tout l'été. Voilà, on appelle à la rescousse l'autorité de tutelle qui est la collectivité territoriale. Oui, mais c'est là le problème. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas gérer ça directement ? Mais c'est parce qu'on veut garder l'argent du budget pour notre mission première qui est pédagogique.
Et quand vous dites... Comment faire son travail de pédagogue avec des enfants qui n'ont pas, qui ont froid? Mais vous mélangez deux choses, en fait. Si cet chef d'établissement a fait appel, c'est parce que la somme était importante, et je pense qu'il aurait pu la prélever. Mais voilà, c'est des travaux de fond, c'est des établissements vieillissants. On en parle aussi quand il y a les canicules. Je ne vous parle même pas de la Guyane, où dans certains établissements, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de toilettes. Voilà, ça c'est un travail de fond. Mais la décentralisation, vous parlez d'autonomie, mais vous devriez être contente, en fait. C'est la décentralisation qui fait qu'en fait, nous appartenons à nos collectivités territoriales de tutelle. Les Hauts-de-Seine sont blindés de fric. Eh ben moi, je suis dans Lyon, il y a moins d'argent, mais la collectivité territoriale, notre département, vraiment joue le jeu, et on est dans un collège impeccable. Donc non, c'est une chaudière, c'est effectivement, ça peut aller jusqu'à 70 000 euros. 70 000 euros, c'est un an de fonctionnement d'un petit établissement. Donc c'est normal que l'autorité de tutelle soit chargée de débloquer cette somme. Et donc ça prend des mois, en fait, hein. Pardon, merci l'administration et l'exercice comptable. Mais on est d'accord. Voilà. Donc il faut que la décision soit au plus proche. Vous pensez quoi qu'en fait le chef d'établissement il va ponctionner l'argent? Non, il y a des règles comptables avec des normes européennes et si je veux acheter un stylo, je dois respecter une règle comptable. Ça empêche des abus. C'est le service public. Quant à recruter, on a essayé ça il y a quelques années. C'est à l'époque où les établissements s'appelaient ils étaient classés catégorie 1 à 4, ZEP, on change souvent les noms. On adore les acronymes dans l'éducation nationale. On a essayé comme ça de recruter sur des missions licenciées. Oui, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci quand on sait qu'il y a des enseignants qui posent clairement des problèmes et qu'on balade de bahut en bahut. C'est le statut des fonctionnaires. On peut le regretter. Moi, j'étais fière d'être fonctionnaire du service public de l'État. Dans le privé, oui, vous pouvez choisir vos enseignants. Vous pouvez surtout choisir vos élèves. C'est pour ça que vous êtes dans une situation Alors, dans le privé, incroyablement plus confortable que nous, parce que nous... On va laisser répondre Lisa Kamen. Moi, je suis dans le privé sous contrat, donc les chefs d'établissement ont exactement les mêmes contraintes de recrutement que dans le public. J'ai passé un concours, le même que celle de mes collègues, celui de mes collègues du public. Elle parlait de choix des élèves, justement. On choisit nos élèves, et je pense... Alors, pour aller sur un débat peut-être plus de fond, aujourd'hui, on parlait d'abaya tout à l'heure, on ne peut pas exclure un élève aujourd'hui dans un établissement public qu'il soit harceleur ou qu'il arrive avec une abaya. Ça va être très compliqué d'appliquer cette circulaire. C'est difficile d'exclure un élève. Alors maintenant, on peut... Si je peux juste terminer une phrase. La mesure conservatoire. J'aimerais juste terminer. C'est difficile, vous laissez dire des choses fausses. C'est un peu compliqué. Laissez-moi dire des choses que vous considérez comme fausses et puis vous les corrigerez ensuite. Donc, en fait, ces établissements scolaires publics ne peuvent pas facilement exclure un élève. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'obligation scolaire en France, qui aujourd'hui court quand même de 3 ans à 16 ans. C'est très long, la plupart des pays européens n'ont pas... De 2 à 18 maintenant. Merci madame. Quelle que soit l'obligation scolaire, quelle que soit sa durée, moi je considère qu'on devrait avoir non pas une obligation scolaire, mais un droit à l'instruction. Et ce droit à l'instruction, il implique des obligations, c'est-à-dire des devoirs. Ce qui fait qu'un élève, une famille qui ne respecterait pas les devoirs qu'il a envers un établissement scolaire, en particulier celui de respecter le règlement, pourrait se voir exclu. Charge ensuite à cette famille d'instruire son enfant comme elle le souhaite, puisque visiblement, elle ne respecte pas le règlement d'une école. Il me semble que c'est se mettre une balle dans le pied que de mettre en place une obligation qui ensuite empêche de faire appliquer un règlement. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est lié à l'autonomie ou tout simplement à la loi? Excuse-moi Alexandre, parce que c'est quand même un peu, c'est quand même complètement faux. L'obligation, c'est pas l'obligation d'aller à l'école, c'est l'obligation d'être scolarisé. C'est pour ça qu'il y a l'enseignement en famille. Voilà, que Jean-Michel Blanquer a essayé de réglementer. C'est donc bien la preuve que vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école, vous êtes obligé. Est-ce que dans les faits, ça n'empêche pas d'exclure. Ça n'empêche pas d'exclure. Et d'ailleurs, il y a une nouveauté. Oui. Il y a les mesures conservatoires. Alors, les mesures conservatoires me permettent d'exclure un élève. Oui, Fatia Agag Boujadat, peut-être que dans les textes, c'est le cas, mais moi j'ai le souvenir, pour avoir été en banlieue, notamment dans l'école publique, effectivement, c'est quand même
très compliqué d'exclure un élève. Il faut souvent lui trouver un point de chute, un établissement de chute. Alors c'est la faute de qui? D'exclusion définitive. Par exemple, d'exclusion définitive ou oui, vous avez dit tout à l'heure que après tout on pouvait exclure définitivement puisqu'il y avait la possibilité de faire cours à la maison ou à la famille, de trouver un établissement privé. On sait que dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Est-ce que c'est parce que les proviseurs ou les principales n'osent pas exclure, ou est-ce que c'est parce que les textes sont imparfaits, tout simplement? Alors, quand j'étais enseignante dans un établissement très difficile de Marseille, des banlieues, effectivement, une époque, un moment où il y avait eu beaucoup de dégradation urbaine, oui, la consigne avait été clairement donnée au chef de garder un maximum les élèves, parce que tant qu'ils sont chez nous, ils ne font pas de cirque dehors. Et c'est ce qui a un peu la musique qu'on a entendue au moment des émeutes. Mais je vous le dis, je suis principale adjointe et en fait, à part les emplois du temps, la discipline, c'est quand même le cœur de mon métier. On peut prendre des mesures conservatoires, mais on est dans un truc qui s'appelle un état de droit. Et effectivement, les enfants ont des droits. Voilà, ça ne les empêche pas d'avoir des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Ce qui fait qu'il y a une procédure qui s'appelle, qu'on peut trouver longue. Moi, je la trouve effectivement longue, mais elle ne m'a jamais empêché d'exclure qui que ce soit, même contre l'avis des parents qui sont allés faire appel. Voilà. Vous devez respecter le contradictoire, vous devez respecter des délais incompressibles, vous pouvez. Après, ça dépend, bien sûr, de la personnalité des chefs d'établissement, voilà. Moi, et puis des élèves. Les mesures, toute mesure disciplinaire doit être personnalisée, individualisée. Un enfant qui est en famille d'accueil, qui a été victime de mauvais traitements, qui est dépressif depuis qu'il a 10 ans, qui a un traitement, effectivement, quand il insulte, je ne vais pas le dire aussi facilement qu'un élève qui a aucune raison d'être un emmerdeur. Mais je ne peux pas laisser dire qu'on ne peut pas exclure un élève. Voilà. Par contre, nous, on a une obligation de service public qui est liée à la sectorisation. Vous ne choisissez pas vos élèves, Madame Kamen Ersi, vous les sélectionnez. Et on va être honnête, on peut évoquer les moyens de sélection. Vous dites que vous avez eu un concours, bien sûr, mais vous n'êtes pas soumis à l'obligation, par exemple, d'être muté dans un autre territoire comme les fonctionnaires mais je crois que justement, elle réclame... Vous avez été recruté. Mais moi, je réclame plus de liberté pour tout le monde, madame. Je crois qu'effectivement, elle recrute... Moi, je réclame que le concours de recrutement du professeur des écoles soit national, comme celui du second degré. Ce que vous voudriez, c'est que les établissements privés soient intégrés au service public. Ce que vous voudriez, c'est que les établissements privés disparaissent. Que les établissements sous contrat qui reçoivent de l'argent public, qui sont goinfrés d'argent public, des collectivités territoriales, goinfrés. Oui. Vous êtes payés par l'État. Fatia, vos salaires sont versés par l'État. Les murs sont entretenus par les collectivités territoriales. C'est l'heure de la pause. On continue. Vous devez avoir des obligations de service public. On continue après la pause, mais j'aimerais bien qu'on ne refasse pas la guerre des deux écoles, parce qu'il y a des choses qui vous réunissent, notamment sur la transmission des savoirs. On se retrouve avec après une courte pause. Merci Fatia Agag Boujalat. Merci Lisa Kamen Yersig. À tout de suite pour parler de l'école. Est-ce que l'école est devenue une grande garderie? En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour dans toute vérité avec Lisa Kamen Yersig, professeure des écoles dans un établissement privé. Elle vient de publier La Grande Garderie, comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants, chez Albin Michel, et avec Fatia Agag Boujalat, essayiste, enseignante durant 18 ans et désormais principale adjointe dans un collège réseau éducation prioritaire. Donc Lisa Kamen Yersig, vous sortez ce livre qui fait déjà beaucoup de bruit, La Grande Garderie chez Albin Michel. Le titre est sévère. L'école ne transmet plus les savoirs. Elle est là pour garder les enfants. Le monopole de l'éducation nationale sur l'éducation, puisqu'on appelle plus ça l'instruction. Donc l'éducation, on se mêle de tout à l'État. Le monopole de l'éducation nationale fait que la plupart des parents, ceux qui ne sont pas fortunés, n'ont pas le choix de l'établissement dans lequel ils veulent ou ils doivent inscrire leurs enfants. Donc en général, la plupart des Français mettent leurs enfants à l'école d'en bas, en gros, à l'école du coin. En plus, il y a une sectorisation des élèves, donc les gens n'ont pas le choix. À l'école publique, c'est l'école du coin. Le problème de ça, c'est que petit à petit, en enlevant ce choix aux parents, le choix de l'école, on leur enlève aussi la responsabilité du choix. On leur enlève aussi l'intérêt
pour les études de leurs enfants. Et finalement, ce qu'ils souhaitent, mais c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on les a dépossédés pendant des années de ce choix. Finalement, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on garde leurs enfants à l'école. Moi, comme tout le monde, j'ai été confinée. Nous avons tous été confinés. Donc, j'avais ma classe à gérer à distance, en distanciel, comme on disait. Et les élèves, les parents me demandaient essentiellement d'occuper leurs enfants, de leur donner le travail qui prendrait le même temps que ce qu'on ferait en classe, finalement, plutôt que vraiment de s'intéresser au fond. On voit dans la rue des gens qui défilent quand il manque des profs devant les élèves, on voit pas des gens qui défilent quand les profs sont nuls. Donc en fait, à force de monopoliser l'instruction, l'État a fini par désintéresser les parents de leur mission d'éducateur. Or, on le sait, c'est écrit dans la plupart des textes qui nous régissent au niveau international, l'ONU, l'Union européenne, etc. Les premiers éducateurs de leurs enfants, ce sont les parents et pas l'État. On ne vit pas en Chine communiste, on n'est pas maoïste. Je vous entends, mais vous avez une vision très libérale des choses. Oui. On peut penser que c'est parce que l'État a eu le monopole de l'éducation. On peut aussi observer que ça a aussi fonctionné. Ça fonctionne plus depuis quelques décennies, mais ça a longtemps fonctionné. Et on peut penser aussi que c'est justement parce qu'on est dans une société de service que les parents ont tendance à considérer l'école comme un service et une garderie. Je ne sais pas si vous avez eu des cas concrets. Moi, j'entends beaucoup de professeurs qui expliquent que les parents viennent négocier les notes, effectivement, et ne réclament pas forcément une école qui forme les élèves. Alors dans les écoles privées sous contrat et hors contrat, moi je n'ai pas travaillé dans le public, on n'a pas énormément de parents qui viennent négocier les notes. En général, c'est plutôt effectivement dans les beaux quartiers, parce qu'ils payent une école et ils se disent là, on doit obtenir tel ou tel collège dans la foulée ou telle école de commerce. Et moi, je ne suis pas contre, je suis là pour rendre service, j'ai une obligation de résultat. Il faut que mes élèves apprennent. J'ai pas juste l'obligation d'être devant eux et de faire le clown toute la journée. Si à la fin du CM, moi j'ai des élèves de CM2 en général, CM1 ou CM2. Si à la fin de l'année de CM2, mes élèves ne savent toujours pas lire, écrire, compter correctement, je suis comptable de ces résultats-là. Non, ça on est d'accord, mais vous expliquiez que les parents vous attendaient une garderie finalement plutôt. Oui. Et je vous demandais moi, simplement. Moi, j'aimerais qu'ils demandent plus de services. Est-ce que c'est parce que l'éducation nationale a monopolisé l'éducation comme vous l'avez dit, ou est-ce que parce qu'on est dans une société de plus en plus individualiste où il y a des droits justement mais de moins en moins de Non, moi je crois qu'on n'est pas dans une société de plus en plus individualiste. Je crois le contraire. Je crois que M. Macron a dit il n'y a pas très longtemps que l'éducation nationale ou l'éducation tout court d'ailleurs relevait du domaine régalien. Je crois qu'on est dans une société qui est de moins en moins individualiste et moi je trouve que l'individu c'est important. La personne, l'individu c'est plus important que le groupe. Le génie humain c'est jamais un génie collectif. Ce qui fait avancer les sociétés, les grands personnages de l'histoire, ce sont des individus. C'est bien de travailler en groupe une fois qu'on a eu une idée. On a besoin d'une équipe quand on monte une entreprise. Vous avez besoin d'une équipe. Mais enfin, l'idée de l'émission, ce que vous faites là, c'est votre génie à vous, individuel. Et ça, à l'école, on le valorise pas beaucoup. Alors moi, si les parents me demandent que le génie individuel de leur petit Thomas ou de leur petite Lucie doit être valorisé et que je prenne en compte ses spécificités, etc., comme un service, je le fais volontiers. Je pense que l'individu doit être au cœur de la société. Monsieur Macron, dans la même interview d'ailleurs, a dit que si l'éducation nationale s'en sortait pas, ne s'améliorait pas, l'État était en danger. Mais enfin, il me semble que c'est l'État qui est au service des enfants et pas les enfants qui sont au service de l'État. Moi, je pense qu'il prend les choses dans le mauvais sens. Voilà. Moi, je les prends dans l'autre sens et je pense que l'individu est important et qu'on n'est surtout pas dans une société de plus en plus individualiste, mais plutôt l'inverse. Fathia Agag Boujalat, est-ce que vous partagez ce constat? D'abord, le constat sur l'école qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que l'école a tendance à devenir une garderie ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et quelles sont les causes de cette dérive si elle existe? Ce genre d'ouvrage, ça fait partie des marronniers de la rentrée. Si vous le sortez en mars, ça marche pas du tout. Il faut le sortir en septembre. Puis c'est pas du tout un discours nouveau. George Bush, les Américains le tiennent depuis les années 80-70. L'avez-vous lu, madame? No Child Left Behind. Mais je me base sur ce que vous venez d'en dire, madame. Donc vous me permettrez, moi, à mon tour, d'en parler. On est dans une société individualiste quand l'individu est réduit à sa pire dimension, celle de
consommateurs. Et c'est ça le problème. Le problème, vous avez une vision libérale, honorable, hein, pas de souci. Mais voilà, on est dans un consumérisme. Dans le privé, c'est un consumérisme d'une autre dimension. J'en veux pour mon fric. Je me suis débrouillé pour que mon gosse soit là, j'en veux pour mon argent, donc oui, je suis plus mon enfant. On est d'accord sur un constat. Beaucoup de parents dans le public, et c'est pas parce que c'est un monopole, je vous signale qu'avant les gens n'allaient pas à l'école, les filles n'allaient pas à l'école, les enfants de pauvres n'allaient pas à l'école. Donc ça a été une grande mesure d'émancipation collective. Et moi, je crois en l'émancipation collective, également individuelle. Ce qu'on a perdu, c'est le sens de l'intérêt général et le sens de l'instruction. On a effectivement des parents consommateurs qui veulent simplement que leur gosse soit à l'école. Moi, dans mon collège, j'ai une toute petite partie de CSP+, parce qu'on n'a pas de la concurrence du privé, qui, eux, veulent que leur gosse, ils insistent sur leur bien-être au collège. Mais la majorité ne travaille pas chez elles. Donc, au contraire, faut les faire travailler. Quand vous dites, vous louez l'autonomie, la négociation des notes, ben oui, avec la rupture du bac national, on a mis en place le contrôle continu. Le contrôle continu pris en compte dans le bac, eh ben oui, les sujets sont faits par les établissements. Puis il y a des établissements qui ont compris qu'il fallait mettre 18 pour que le gamin puisse aller profiter de Parcoursup. Et les autres établissements, et souvent le privé d'ailleurs, qui ont continué à être très exigeants et mettre des 16, voient leurs élèves être relégués derrière. Donc au contraire, la décentralisation a fait beaucoup plus de mal. Moi, ce qui me gêne le plus, que je trouve le plus dommageable, c'est cette immense arnaque systémique. Je ne devrais pas le dire en tant que fonctionnaire. Cette arnaque systémique de l'inclusion. Voilà. Et la loi sur l'école d'inclusion. Et c'est là, pour la première fois, qu'on a dit, voilà, les enfants ont le droit à une scolarité dans un établissement public. Ce qui fait qu'on a des élèves, on ne fait plus redoubler parce que ça coûte cher. Voilà, une année en primaire, c'est 6 000 € par élève. 7 200 pour la collectivité nationale. Ouais. Non, selon les chiffres de la DEPP, c'est 6 000 €. Pardonnez-moi, mais on ne va pas tomber dans une bataille de chiffres. Au collège, c'est 8 000. Au lycée, c'est entre 10 000 et 11 000, et c'est les chiffres les plus actuels. Non, laissez-moi terminer, Alexandre. L'inclusion, ce qui fait que maintenant, on a des élèves porteurs de trisomie. On sait qu'ils n'apprennent pas, on sait qu'ils ne lisent pas. Ils sont très peu accompagnés par les AESH. Ils restent dans leur couche souillée toute la journée, mais les parents qui soit sont dans le déni, soit sont dans le confort, s'en moquent. Ils savent qu'ils ont le droit de mettre leur gosse dans l'école, qu'ils soient perturbateurs, schizophrènes, qu'ils entendent des voix, qu'ils soient complètement zinzin, qu'ils soient complètement en retard, inadaptés, pas grave, parce que ils ont leur confort de vie ou ils ont l'impression qu'il y a une certaine normalité. Et c'est ça qui, dernièrement, plus les programmes, ont complètement abîmer l'éducation nationale, et en fait ça correspond à un des objectifs de l'OCDE. Vous pouvez transformer un coût collectif, l'éducation nationale, service public, en une source de revenus en permettant qu'il soit privé. Donc vous dégradez l'offre du service public de l'éducation nationale avec des choses qu'on subit, et puis comme ça les parents les plus mobiles, ils iront dans le privé, et nous gardons à terme les populations les plus captives, c'est-à-dire les plus difficiles et les plus en difficulté. Fathia Agag Boujalat, vous avez dit tout à l'heure les parents qui mettent leurs enfants dans le privé, en veulent pour leur fric, etc. Est-ce que c'est pas une vision de plus en plus caricaturale, d'autant plus qu'il y a un privé de plus en plus pour gens modestes, et ce qu'on observe quand même depuis des décennies maintenant, c'est que de plus en plus de gens, y compris des gens modestes, se scènent justement pour mettre leurs enfants dans des écoles privées, rarement pour des raisons religieuses. Donc ça dit peut-être quand même quelque chose de l'échec de l'école publique. Donc vous avez dit que c'est un marronnier, mais je vous suis depuis des années, vous avez été la première à être très critique vis-à-vis du fonctionnement de l'éducation nationale. Mais bien sûr, on n'a jamais eu les élèves, ça dépend des territoires, mais on n'a jamais eu les élèves très riches. Voilà, l'école alsacienne, c'est les ministres de gauche qui mettent volontiers leurs gosses. Najat Vallaud-Belkacem, ses jumeaux, c'était dans le privé catholique. Dans les territoires, le privé catholique, il a l'éthique chrétienne, et il accueille énormément de gens, notamment des petites filles musulmanes qui veulent pouvoir porter leur foulard. Donc bien sûr, il y a plusieurs types de privés, et ça dépend du territoire. Avant, nous avions une diversité, et c'est ça pour moi la clé pour que l'éducation nationale aille mieux. Il nous faut
de la bonne mixité. La mixité, c'est pas 50% de CSP+, 50% de CSP-. C'est 70% de CSP+, 30% de CSP-. C'est 70% de blancs. Il faut de la mixité ethnique et culturelle. Et ça, c'est un discours que vous n'entendrez pas souvent. On peut être d'accord sur le fond, mais on peut se demander comment on fait concrètement. Mais on en parlera. On en parlera après. Mais c'est simple. Vous arrêtez, vous sortez les établissements des territoires. On les enferme dans des territoires. Quand les territoires, c'est ce que la Haute-Garonne a fait. L'éducation nationale n'aimait pas. Le président de la Haute-Garonne, du conseil départemental, l'a fait, a fermé 2 établissements. Je suis obligé de vous couper parce que le syndicat Sud était contre la fermeture et on parlait d'apartheid et de ségrégation parce qu'on osait faire prendre le bus à des gamins pour aller dans les meilleurs établissements. Ça se contrôle et les populations à problème doivent être en minorité pour tirer profit de la mixité. Merci Fathia Agag Boujalad, merci Lisa Kamen Nirsig. On se retrouve après une courte pause, on continue à parler école en cette veille de rentrée. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans toute vérité avec Fathia Agag Boujalad, essayiste, principale adjointe dans un collège réseau éducation prioritaire, et avec Lisa Kamen Nirsig, professeure des écoles dans un établissement privé. Vous venez de publier La Grande Garderie, comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants chez Albin Michel. C'est un livre finalement qui explique que l'éducation nationale aujourd'hui fait désormais un peu tout, notamment l'éducation sexuelle des enfants, et se concentre de moins en moins sur ce qui devrait être le cœur de son travail, c'est-à-dire la transmission des connaissances et notamment des savoirs fondamentaux. Oui, alors je ne peux pas parler en général, hein, il reste encore, Dieu merci, de très nombreux professeurs qui font très bien leur travail, et je ne vais surtout pas attaquer madame, je ne connais pas son établissement, mais il y a dans les programmes que les professeurs ne respectent pas toujours, encore une fois, heureusement, il y a dans les programmes la possibilité de faire effectivement, d'être très ingérant dans la vie privée des enfants, dans l'intimité des enfants par l'éducation sexuelle, pas seulement, il y a aussi tout ce qui concerne le bien-être à l'école. Monsieur Blanquer avait voulu une école de la confiance, mais ça se traduit par l'intrusion d'associations ou même parfois d'entreprises privées qui proposent des formations en yoga aux enseignants qui ensuite les répercutent sur les enfants. Alors la méditation en pleine conscience, des choses qui sont inspirées des méthodes qui sont mises en place dans les entreprises de coaching, de mieux-être, etc. Il y a évidemment l'écologie qui envahit les programmes. On fait de l'écologie à toutes les sauces, dans toutes les matières, tout le temps. Alors les enfants ne maîtrisent pas les mesures de je sais pas quoi, ils ne savent pas ce que c'est un watt. En revanche, ils vous expliquent comment il faut trier vos déchets. Moi j'ai des enfants, ils me font la morale si je mets le trognon de pomme dans la mauvaise poubelle. On a vu d'ailleurs que Papendiaï, avant de partir, avait augmenté les heures d'éducation civique, mais que c'est l'éducation civique était désormais de l'éducation à l'écologie, notamment, et peut-être sexuelle, je me rappelle plus, mais je sais que les jardins citoyens, le tri sélectif, l'écologie est devenue quelque chose d'important, et qu'on a encore augmenté ces heures-là. On a des semaines, moi je suis professeur des écoles, on a des semaines qui sont longues pour les élèves, mais enfin on peut quand même pas tout faire rentrer dans une semaine de 24 heures, plus 2 heures de soutien. Disons qu'on est 26 heures devant élèves. Si on met, 3 heures ou 4 heures d'écologie, 2 heures d'éducation sexuelle, il n'y a plus la place pour le français, les mathématiques, et même quand on enseigne les mathématiques, on propose, je suis allée sur le site de l'éducation nationale, il y a des fiches où on propose des problèmes de mathématiques non genrés. Enfin, l'enfant qui résout un problème de train qui se croise ou je sais pas quoi, de conversion de litres en centilitres, je pense qu'il se fiche de savoir si c'est maman qui fait la vaisselle ou si c'est papa qui fait la vaisselle. Tout est très idéologisé, et encore une fois, je ne veux pas généraliser. J'ai de nombreux collègues qui n'appliquent pas ces programmes, tout simplement parce que c'est très compliqué aussi, et parce que le bon sens fait qu'on commence quand même une journée en faisant du français, de la grammaire, de la conjugaison, des mathématiques, des problèmes, de la géométrie, etc. Donc on n'a pas le temps d'appliquer ces programmes. Mais si on voulait le faire, et il y a quand même des écoles où ça se fait, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus rien à voir avec les enseignements qu'on appelle aujourd'hui fondamentaux. Et c'est
paradoxal puisque l'État dit l'inverse. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut revenir à des enseignements fondamentaux. Emmanuel Macron, dans le point, d'ailleurs, il y a 15 jours, Fathia Agag-Boujalat, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que l'école, de manière générale, se détourne de plus en plus de ce qui était sa mission première? Les résultats, en tout cas, sont assez mauvais en français, en mathématiques. Tous les classements, on voit bien que la France dégringole dans tous les classements. Comment on en est arrivé là? C'est vrai qu'il y a des modes et des lubies. Par exemple, le film avec Gérard Jugnot a eu du succès. Donc, hop, création imposée d'une chorale obligatoire, après rentrer en musique. Pour l'éducation, alors attention, l'éducation à la sexualité, il y a de vrais lobbies qui veulent faire des choses que je trouve moi-même extrêmement crades. Mais dans les faits, c'est l'éducation, ça s'appelle l'éducation à la santé, à la sexualité et au consentement. Et face à des parents, nous, on a aussi une particularité en France qui est l'inceste. C'est pas mal d'apprendre aux élèves qu'on n'a pas le droit de les toucher partout et qu'on n'a pas le droit de leur faire certaines choses. En fait, c'est une séance de 2 heures par an, par niveau, et on n'arrive même pas à la faire, pour tout vous dire. Voilà. Voilà. Sur les lubies là, de la pleine conscience, et trucs comme ça, on a même inventé les vélos bureaux. C'est-à-dire que alors c'est pas pour le privé chic, hein, c'est pas l'école alsacienne. Hein. Eux, ils vont continuer à faire Voltaire, Rousseau, voilà. Mais pour les gamins dans les rêves, vélo bureau, parce que vous savez, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de s'agiter, voilà. Ça coûte un pognon monstre, ça fait de l'innovation. Alors vous pouvez nous expliquer là, je crois imaginer ce que c'est, mais c'est quoi un vélo bureau? C'est-à-dire des vélos pour Vous avez un pédalier. Vous avez un pédalier sous la table de l'élève pour qu'il puisse pédaler pendant le cours, parce que sinon, il ne peut pas rester tranquille. Voilà. Il y a, voilà, on doit s'adapter. Et puis, les gamins chiants, maintenant, on médicalise la difficulté scolaire, on médicalise l'absence d'éducation donnée par les parents, ce qui est effectivement insupportable. Et là, je rejoindrai votre invité, c'est qu'en fait, face aux défaillances de parents qui font des enfants, de manière biologique, mais qui ne veulent pas s'en occuper. Hein, on parle des 1000 premiers jours. Il faut stimuler les enfants depuis le plus jeune âge, leur parler, les faire parler, lire devant eux pour qu'ils aient aussi le goût de la lecture. Ah ben non, vous avez les écrans, vous avez tout ça. Vous avez des lobbies qui veulent rentrer dans l'école. J'ai pas cette vision complotiste. L'œuf ou la poule. L'éducation nationale s'adapte aussi aux populations, mais effectivement, moi, je suis partisane, et c'est pareil pour mon chef, de l'exigence. J'ai pas supporté ce prof de philo invité dans une émission de C'est à vous, je crois, là sur France 5, qui disait mais il y a de très belles choses à apprendre aux élèves à partir des textes de Booba. Oui, Booba, quand il dit qu'il va prendre une mère par le derrière. Moi, ce que je sais, c'est que lui n'apprendra pas Booba à ses gosses, mais apprendra Voltaire. Donc, je pense qu'il y a aussi un rôle joué par certains bourgeois qui veulent éliminer la concurrence des gamins qui doivent tout à l'école. Moi, je me suis élevée socialement grâce à l'école publique. Grâce à l'école publique. Et ça leur permet. Donc, Voltaire pour leurs gosses, et puis Booba, les rappeurs, pour les enfants des classes populaires. Or, eux, ils n'ont que l'école publique. Vous, Lisa Kamen-Hiersig, elle s'était évoquée en filigrane par Fathia. Elle parlait notamment des écrans à l'école. Vous parlez notamment dans votre livre de la fièvre numérique. Je me souviens, il y a 5 ans à peu près, on pensait qu'on allait tout résoudre avec une tablette. Oui, les tableaux numériques interactifs, les tablettes, les formations. Les enfants se sont retrouvés avec des cours d'informatique. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de parc informatique pour les faire, donc on se retrouvait avec 3 ou 4 élèves par ordinateur. Les EMT. Oui, enfin, c'était vraiment une fièvre. Je crois que c'est les années 2014-2015, à tel point qu'on s'est retrouvés. Je crois qu'il y a une académie, je crois que dans le sud de la France, dans le Gard, où les élèves en grand nombre ont remis en vente leurs tablettes sur le Bon Coin. Donc l'État n'a pas récupéré ces tablettes en fin d'année. Enfin, moi, ça m'a fait rire parce que autant, c'est la morale de l'histoire. Les Bouches-du-Rhône offraient un ordinateur portable à chaque enfant de 4e. Et aujourd'hui, on sait. Et ils étaient vendus sur le Bon Coin le lendemain. Aujourd'hui, on sait que... Alors déjà, il y a un certain nombre de pays qui ont fait la même expérience que nous un peu plus tôt et qui reviennent là-dessus, c'est-à-dire qui reviennent à une la Suède, pédagogie. Notamment. Voilà, la Suède, une pédagogie beaucoup plus transmissive, avec des outils beaucoup plus classiques et traditionnels. On sait aussi que les gens qui fabriquent ces objets, les concepteurs qui travaillent dans la Silicon Valley, eux mettent leurs enfants dans des écoles dans lesquelles il n'y a pas de tablette, il n'y a pas d'ordinateur. On sait que
les pays les plus technophiles, comme le Japon, la Corée du Sud, n'enseignent pas ça à l'école. Alors, ils utilisent sans doute des tablettes ou des ordinateurs pour concevoir leurs cours, mais ils n'enseignent pas l'informatique aux enfants. S'il y a une chose qu'on devrait peut-être enseigner aux enfants, c'est le codage, parce que il y a de la méthode là derrière. Mais enfin, enseigner aux enfants les dangers d'Internet en étant sur Internet, je trouve ça un tout petit peu paradoxal. Voilà. Juste, il nous reste plus beaucoup de temps, moins d'1 minute. J'aimerais 30 secondes chacune, je suis désolé. Quelles sont vos solutions pour améliorer la situation, qu'on ne soit pas seulement dans le constat négatif? Fathia Agag Boujallat. Rendre national le concours des professeurs des écoles, revenir à l'école, aux écoles normales, voilà, plutôt que de demander à tout le monde d'avoir un master. Donc ce sont des experts, mais en fait, ils sont pas très efficaces. On a une obligation de moyens, puis rappeler les obligations. Il faut une école des parents. Il faut leur rappeler leurs obligations. Et je crois qu'eux-mêmes doivent être les premiers à apprendre à être de bons parents. Lisa Kamen-Yersig, en quelques mots, vous avez fait ce livre. Comment améliorer la situation, faire que l'école redevienne un outil de transmission et d'émancipation et pas seulement une grande garderie? Alors, je pense que vous ne serez pas surpris si je réponds plus de liberté, plus d'autonomie. Alors notamment le fait de s'inspirer justement des réussites du privé dans le public et non pas d'accuser le privé de voler les bons élèves du public ou les bourgeois de comploter pour rester les dominants. C'est un discours de lutte des classes auquel je ne souscris pas. Et la liberté de scolariser ses enfants dans un établissement de son choix, qui soit public, privé, sous contrat, hors contrat, c'est-à-dire par un système de financement plus égalitaire de l'État. Ce qui renforcera les inégalités. Je ne vous ai pas interrompu, madame. C'est la fin de l'émission, il faut laisser Lisa Kamen conclure. Voilà, je crois qu'on a compris vos points de désaccord. Je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez, j'aimerais juste terminer. Et donc, en un mot, je suis désolé. Donc finalement que le financement public suive le choix des parents qui sont encore une fois les premiers éducateurs de leurs enfants et qui doivent avoir la liberté de scolariser leurs enfants là où ils le souhaitent. Merci Lisa Kamen-Yersig, merci Fathia Agag Boujallat. Je pense que c'était très intéressant. On aurait pu faire plusieurs émissions. On se retrouvera peut-être dans la saison. Et je retrouve les auditeurs de Sud Radio en toute vérité la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et je vous laisse avec les informations. Merci à toutes les deux.